D'une île de l'Atlantique Nord, le Royaume-Uni étendit son drapeau sur un quart de la planète. Pendant des siècles, l'Empire britannique a façonné des frontières, imposé des lois et déplacé des populations, des côtes de l'Amérique aux jungles de l'Asie du Sud-Est. Ce qui a commencé comme des entreprises isolées de marchands et d'aventuriers a fini par être un système impérial doté de réseaux politiques, militaires et financiers qui ont marqué l'histoire moderne. Son expansion n'a pas été constante, elle a avancé, reculé et s'est reconfigurée à chaque guerre, traité ou rébellion. Il a changé les peuples qu'il a dominés, mais il a également transformé les îles britanniques de l'intérieur. Aujourd'hui, son héritage survit dans les systèmes juridiques, les conflits ouverts et les mémoires coloniales. Comment une si petite nation a-t-elle réussi à bâtir un empire si vaste? Des côtes anglaises aux Caraïbes, la première phase de l'empire. Au début du XVIe siècle, les marchands anglais commencèrent à se tourner vers l'Atlantique à la recherche de nouvelles routes qui leur permettraient d'accéder à des marchés que d'autres Européens exploitaient déjà. Bien que le Portugal et l'Espagne dominassent les voies maritimes, des intérêts s'activèrent à Londres qui voyait la mer comme une route directe vers la croissance économique. Des navigateurs comme John Cabot apparurent, dont les expéditions à Terre-Neuve ne générèrent pas d'établissement permanent, mais éveillèrent l'intérêt pour des zones qui n'étaient pas encore sous contrôle catholique. Les premières décennies n'offrirent pas d'avantages clairs, mais elles marquèrent le début d'un long processus d'expansion qui combinait le commerce, la religion et le contrôle politique. À ce stade, les initiatives étaient privées et manquaient de soutien systématique de l'État, mais elles représentaient une vision germinale d'un empire au-delà du continent. Vers le milieu du XVIe siècle, les tentatives britanniques d'accéder à des routes vers l'Asie sans passer par des territoires contrôlés par les Ibériques s'intensifièrent. Des compagnies telles que la Compagnie de Moscovie apparurent, qui tentèrent de commercer à travers l'Arctique avec la Moscovie et la Perse. Bien que leur impact fût limité, elles montrèrent une stratégie différente, contourner les obstacles grâce à des alliances alternatives. Parallèlement, le commerce s'ouvrit avec le Levant et l'Afrique de l'Ouest, où émergèrent des contacts qui menèrent rapidement à des réseaux d'esclavage et de transport humain. Ces incursions initiales formèrent la base d'une logique commerciale qui structurerait plus tard tout l'appareil colonial. La piraterie commença également à faire partie du répertoire anglais, avec des figures comme Hawkins et Drake opérant dans les Caraïbes, pillant des galions et défiant le monopole espagnol. Dans le dernier tiers du XVIe siècle, les premières idées de colonisation effective commencèrent à se consolider. Les projets de Walter Raleigh en Virginie, bien qu'ils échouassent initialement, introduisirent le concept d'établissement agricole sous contrôle britannique. En 1606, la Compagnie de Virginie fut fondée, une société par action avec le soutien royal, responsable de l'établissement d'une colonie sur la côte est de l'Amérique du Nord. En 1607, Jamestown fut fondée, la première colonie anglaise permanente sur le continent. La survie était précaire, marquée par des conflits avec les peuples autochtones, la famine et une économie pas encore autosuffisante. Cependant, à partir de 1612, avec l'introduction de la culture du tabac, la colonie commença à générer des profits, attirant de nouveaux colons, investisseurs et un soutien de Londres. Cela donna naissance à un modèle mixte entre l'entreprise privée et le contrôle étatique qui serait reproduit dans d'autres territoires. Dans les Caraïbes, les colonies britanniques prirent forme à partir des années 1620, en commençant par la Barbade. Là, le système de plantation de canne à sucre, initialement basé sur de la main-d'œuvre européenne sous contrat, évolua rapidement vers un régime esclavagiste à grande échelle. En 1655, la Jamaïque fut capturée aux Espagnols par une expédition commandée par Robert Venables et William Penn. Dès lors, elle devint un nœud central du commerce atlantique. Les îles des Caraïbes générèrent d'énormes profits, surtout après l'institutionnalisation de la traite négrière depuis l'Afrique, avec Londres comme centre financier du processus. L'économie de plantation devint dominante dans cette région, et son modèle serait bientôt reproduit dans d'autres zones de l'Empire. Pendant ce temps, les côtes africaines furent intégrées aux routes commerciales anglaises par le biais d'enclaves dans des endroits comme la Côte de l'Or. La Compagnie royale d'Afrique, fondée en 1672 avec le soutien royal, monopolisa le trafic humain de l'Afrique de l'Ouest vers l'Amérique. Ce commerce, qui comprenait l'ivoire, l'or et les esclaves, devint l'un des piliers de l'économie impériale.
Les expéditions ne recherchaient pas seulement des produits exotiques, mais aussi des alliances politiques avec des chefs locaux, des contrats de protection et des avantages sur les concurrents hollandais et français. Parallèlement, de nouvelles routes s'ouvraient en Asie. La Compagnie des Indes orientales, fondée en 1600, établit des comptoirs à Surat et Madras, pénétrant le commerce des épices, des textiles et du thé. Bien que sa présence fût encore limitée par rapport à la domination moghole, elle posa les bases des futures expansions. L'activité de ces sociétés privées n'était pas isolée, mais faisait partie d'un système qui combinait la logique mercantile avec des aspirations géopolitiques. La Compagnie de Virginie, la Compagnie du Levant, la Compagnie royale d'Afrique et la Compagnie des Indes orientales agissaient avec une charte royale, leur permettant de fonctionner comme des organes quasi-étatiques avec le pouvoir de négocier, de déclarer la guerre ou d'imposer des lois dans leur zone d'opération. Cela généra un modèle décentralisé où l'Empire se construisait à partir de multiples centres autonomes, bien que tous fussent articulés autour de Londres. La couronne maintenait un certain contrôle formel, mais laissait l'initiative et les risques aux investisseurs privés. Ce modèle réduisait les coûts pour l'État et augmentait la vitesse de l'expansion. Le résultat fut un réseau d'enclaves qui combinait l'activité militaire, diplomatique et commerciale sous le drapeau anglais. Le contact avec les peuples autochtones fut inégal et changeant. En Amérique du Nord, les colons dépendaient initialement des autochtones pour leur survie. Mais les tensions sur les terres, la nourriture et la culture conduisirent à des guerres. En Virginie, des massacres et des représailles se produisirent pendant la première moitié du XVIIe siècle, ce qui conduisit à la militarisation progressive de l'établissement. Dans les Caraïbes, les peuples originels furent déplacés ou exterminés, étant remplacés par de la main-d'œuvre africaine réduite en esclavage. En Afrique, la relation était plus commerciale, avec des alliances avec des chefs locaux pour garantir le flux constant d'esclaves. En Asie, la Compagnie des Indes orientales chercha à s'intégrer dans les structures de pouvoir local, offrant des tribus et respectant les hiérarchies, du moins dans ses premières décennies. Dans tous les cas, le modèle fut une adaptation stratégique à l'environnement local, dans le but d'assurer la rentabilité et l'expansion. L'Angleterre n'était pas seule dans ce processus. L'Écosse tenta également d'établir des colonies, comme le projet raté de Darien au Panama, qui échoua en 1699. L'Irlande, quant à elle, fut traitée comme une colonie interne, utilisée comme point de départ pour des opérations militaires et comme espace de peuplement anglais. La relation entre les trois nations n'était pas égalitaire. L'Angleterre menait le processus, mais incorporait des contributions humaines et financières de ses voisins insulaires. L'expansion impériale devint un projet britannique plus large après l'union politique ultérieure, mais à ce stade, les tensions entre les différents royaumes étaient déjà perceptibles. Les différences religieuses, économiques et sociales marquèrent la distribution du pouvoir au sein de l'Empire naissant, avec Londres au centre de toutes les décisions importantes. Au niveau politique, le XVIIe siècle fut marqué par des changements qui eurent un impact direct sur l'administration coloniale. Le conflit entre le Parlement et la couronne conduisit à la guerre civile, à l'exécution de Charles Ier et à l'établissement du Commonwealth sous Cromwell. Pendant cette période, le contrôle sur les colonies fut renforcé, avec des mesures telles que l'acte de navigation de 1651 qui restreignait le commerce colonial aux navires anglais. Cette loi, conçue pour freiner les Hollandais, augmenta la dépendance des colonies vis-à-vis de Londres. Après la restauration de la monarchie, les projets impériaux furent réactivés et en 1686, le Dominion de Nouvelle-Angleterre fut créé, une administration centralisée pour contrôler plus efficacement les colonies du nord-est américain. Cette mesure généra une résistance locale et devint l'un des précédents du rejet du contrôle métropolitain. Le point final de cette période vint avec la glorieuse révolution de 1688 à 1689, lorsque Guillaume d'Orange accéda au trône après l'expulsion de Jacques le Second. Ce changement eut non seulement des conséquences internes, mais aussi sur la structure impériale. Un système parlementaire fut consolidé qui limitait le pouvoir absolu du monarque et favorisait l'expansion commerciale par des lois approuvées par les représentants. La politique impériale devint plus systématique, avec une plus grande planification, des objectifs stratégiques et des liens financiers. Les sociétés privées conservèrent leur pouvoir, mais commencèrent à dépendre davantage des décisions prises à Westminster.
Dès lors, l'Empire ne serait plus un ensemble dispersé d'enclaves autonomes, mais une structure connectée par des normes, des routes et des objectifs partagés. À partir de 1689, l'Empire britannique entra dans une nouvelle phase, plus centralisée, plus réglementée et avec des ambitions qui débordaient ce qui était strictement commercial. L'ère du commerce transatlantique. Suite aux événements politiques de la fin du XVIIe siècle, les colonies britanniques de l'Atlantique commencèrent à se consolider comme des unités aux fonctions économiques plus définies. En Amérique du Nord, les possessions anglaises s'étendirent vers l'intérieur, renforçant leurs frontières, tandis que dans les Caraïbes, les îles dédiées à la culture intensive de la canne à sucre ajustèrent leur structure sociale et productive en fonction des demandes métropolitaines. Les autorités coloniales agissaient comme un rouage entre l'intérêt local et les priorités du Parlement. Dans certaines zones, les assemblées indigènes commencèrent à gagner en influence, bien que sans rompre le cadre du contrôle impérial. L'économie atlantique acquit une structure plus définie en intégrant, de manière coordonnée, l'extraction de matières premières, l'exportation de produits manufacturés et le mouvement forcé de personnes. Cette articulation opéra entre de multiples régions coloniales et renforça le rôle central des colonies dans la stratégie économique de l'Empire. Le volume croissant des échanges servit également d'argument pour étendre la flotte navale britannique, garantir le contrôle maritime et consolider la domination sur les routes clés de l'Atlantique. L'économie atlantique acquit une structure plus définie en intégrant systématiquement le commerce, la production et le mouvement forcé de personnes entre les continents. Pendant le XVIIIe siècle, ce modèle se consolida comme l'axe financier et logistique de l'Empire, liant l'extraction des matières premières coloniales avec l'industrie et le crédit à Londres. L'expansion de ces routes servit de justification au renforcement de la flotte navale britannique et à la création de mécanismes fiscaux destinés à soutenir son contrôle sur les mers. L'asiento de Negro, accordé par l'Espagne à la Grande-Bretagne, après les accords d'Utrecht, donna aux Britanniques le droit d'introduire jusqu'à 4800 esclaves par an en Amérique espagnole. Des sociétés privées, telles que la Compagnie des mers du Sud, administrèrent ce privilège sous une stricte surveillance de l'État. Cet accord international consolida la position britannique dans le commerce atlantique et renforça le lien entre les finances de Londres et les opérations coloniales. La structure fiscale de l'Empire commença à s'adapter aux défis du nouveau siècle. Pour soutenir les opérations navales et les guerres intercoloniales, le gouvernement britannique créa des mécanismes de perception plus complexes dans les colonies. Des impôts spécifiques furent imposés sur des produits clés dans certaines régions. La fiscalité ne répondait pas seulement à des fins économiques, mais servait également à renforcer l'autorité métropolitaine. Dans les 13 colonies, la tension entre les gouvernements locaux et les délégués de la couronne augmenta lorsque les mesures fiscales commencèrent à être perçues comme une ingérence dans l'autonomie régionale. Cependant, aucune rupture ne se produisit. L'appareil impérial maintint sa domination formelle sans fracture majeure. Le commerce maritime britannique connut une croissance soutenue, appuyée par des politiques navales conçues pour assurer la supériorité sur les routes océaniques. Les lois de navigation approuvées par le Parlement stipulaient quelles marchandises devaient être transportées sur des navires britanniques et avec un équipage anglais. Ce cadre juridique renforça le contrôle de l'État sur les activités mercantiles, limitant la concurrence étrangère dans les territoires coloniaux. En échange, les colons obtinrent une certaine protection militaire, ce qui renforça la loyauté envers la métropole dans des contextes de conflit. Le XVIIIe siècle fut marqué par des affrontements militaires entre puissances coloniales. La guerre de l'Asiento, qui commença en 1739, opposa la Grande-Bretagne et l'Espagne pour le contrôle des routes et des concessions commerciales. Ce conflit, également connu sous le nom de guerre de l'oreille de Jenkins, permit aux Britanniques de lancer des opérations navales dans les Caraïbes, notamment contre des positions à Cartagena et à La Havane. La capacité de mobiliser des troupes depuis l'Amérique du Nord fut mise à l'épreuve, révélant des défaillances logistiques et la dépendance au soutien naval. Bien que les résultats fussent mitigés, l'expérience permit d'ajuster les stratégies pour les confrontations futures. Parallèlement, les différends territoriaux en Amérique du Nord s'intensifièrent entre colons britanniques et français. La concurrence pour le contrôle de l'intérieur du continent conduisit à des affrontements récurrents dans les zones de la vallée de l'Ohio et les régions du Haut-Canada. Ces tensions culminèrent dans un conflit majeur connu sous le nom de la guerre de 7 ans.
Commencée en 1756, cette guerre eut une portée mondiale, mais ses conséquences les plus notoires se produisirent dans les domaines d'outre-mer. En Amérique du Nord, les troupes britanniques avancèrent sur des bastions français clés comme Louisbourg et Québec. En Inde, les forces de la Compagnie des Indes orientales participèrent à des opérations contre des enclaves françaises avec le soutien de la Marine royale. Le conflit mit à l'épreuve la capacité administrative et militaire de l'Empire britannique. Le Premier ministre William Pitt l'Ancien réorganisa l'effort de guerre impériale, priorisant les ressources pour les campagnes outre-mer. Les commandements locaux reçurent un soutien logistique de Londres et les autorités coloniales furent obligées de contribuer en hommes et en fournitures. Le résultat fut une victoire décisive qui culmina avec la signature du traité de Paris en 1763. La Grande-Bretagne obtint le contrôle du Canada, de plusieurs îles des Caraïbes et de territoires clés en Inde. La structure de l'Empire changea. Il cessa d'être un réseau dispersé d'enclaves et acquit une forme plus intégrée, soutenue par la dominance navale. La croissance de l'appareil naval britannique au cours de cette étape fut l'un des piliers du projet impérial. La marine royale augmenta le nombre de vaisseaux de ligne et améliora les systèmes d'approvisionnement. De nouveaux chantiers navals furent construits et des réformes administratives furent appliquées pour assurer le fonctionnement de la flotte. Cet investissement permit d'établir des bases stratégiques dans les ports atlantiques, facilitant la projection de puissance dans des zones telles que le golfe du Mexique, la côte ouest africaine ou la mer des Caraïbes. La supériorité navale britannique défendait non seulement les routes commerciales, mais agissait également comme un instrument de négociation diplomatique dans les scénarios internationaux. Le rôle des colonies des Caraïbes fut renforcé par des ajustements légaux et administratifs. Des conseils locaux furent introduits à la Jamaïque et à la Barbade sous surveillance métropolitaine, ce qui permit à Londres d'exercer un contrôle sans nécessiter une présence constante. Les propriétaires terriens locaux participèrent aux décisions concernant les impôts, les milices et les réglementations commerciales, bien que les gouverneurs continuassent d'être nommés par la couronne. Cet équilibre instable fonctionna tant que les intérêts locaux coïncidèrent avec les objectifs impériaux. Lorsque des tensions surgirent, les autorités britanniques intervinrent avec des mesures restrictives. L'économie sucrière généra de grands profits pour les secteurs financiers et commerciaux de Londres et de Bristol. Les investisseurs anglais canalisèrent des capitaux vers les plantations, les raffineries et les réseaux de distribution. Le lien entre l'esclavage, la production agricole et l'exportation devint l'un des moteurs de l'accumulation impériale. Les assurances maritimes, les maisons de prêt et les banques bénéficièrent du trafic constant entre les îles productrices et les ports européens. Le volume de marchandises transportées augmenta régulièrement entre 1700 et 1760, ce qui consolida l'idée que les colonies étaient essentielles pour la prospérité nationale. Parallèlement, les colonies d'Amérique du Nord connurent un accroissement démographique. L'arrivée de migrants britanniques, irlandais, écossais et d'autres Européens accrut la taille et la diversité des communautés coloniales. Des villes portuaires comme Boston, New York et Philadelphie gagnèrent en importance économique. Des imprimeries, des ateliers artisanaux, des centres de commerce et des assemblées locales dotées d'une certaine capacité de prise de décision émergèrent. Bien que le pouvoir final résidât toujours à Londres, les structures locales montrèrent des signes de maturation institutionnelle. La vie politique dans les colonies devint plus complexe, avec des débats entre les élites régionales et les fonctionnaires royaux. L'équilibre entre la centralisation et l'autonomie fut une constante dans cette phase. Les colonies acceptèrent la souveraineté britannique tant qu'aucune ingérence excessive n'était perçue. Les guerres servirent de catalyseur pour renforcer les liens impériaux, mais révélèrent également des fissures. L'obligation de financer les conflits généra de la résistance dans certains secteurs coloniaux. Bien qu'aucune rupture formelle ne fût proposée, des discours commencèrent à émerger qui remettaient en question certaines décisions du Parlement. Ces tensions n'étaient pas encore dominantes, mais anticipaient des dynamiques qui gagneraient en force dans les décennies ultérieures. Au terme de la guerre de 7 ans, la Grande-Bretagne avait notablement étendu son empire. La victoire sur la France lui octroya de nouveaux territoires et confirma son hégémonie navale. Cependant, le coût financier du conflit força à revoir les politiques fiscales et administratives. L'administration impériale dut décider comment gouverner ces domaines sans perdre en efficacité ni provoquer de mécontentement.
Les décisions prises à ce moment-là marqueraient le cours de l'Empire pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. De l'Amérique à l'Asie et au Pacifique, le glissement territorial britannique. Les mesures introduites après la fin de la guerre de 7 ans modifièrent l'équilibre entre la métropole et ses possessions nord-américaines. En 1763, le gouvernement britannique imposa de nouvelles restrictions commerciales et fiscales qui visaient à augmenter les recettes du Trésor grâce à une plus grande contribution des colonies. Le Sugar Act et le Stamp Act devinrent le symbole du changement dans la relation entre Londres et ses sujets d'outre-mer. Les autorités coloniales, habituées à un degré d'autonomie significatif, rejetèrent l'intervention directe du Parlement britannique dans les affaires fiscales, surtout en l'absence de représentants élus. Les années suivantes virent une tension croissante sur la question de la représentation politique. Les protestations à Boston et dans d'autres villes portuaires conduisirent à des boycotts, des émeutes et des attaques contre les agents des impôts. La violence atteignit un point critique avec les affrontements de 1770 et 1773, incluant la destruction du thé dans le port de Boston. Le Parlement répondit par des lois punitives qui cherchaient à réaffirmer l'autorité impériale, mais ne firent qu'aggraver le mécontentement. En 1775, le conflit armé éclata à Lexington et Concorde, marquant le début de la guerre ouverte entre les colonies rebelles et la couronne. La déclaration d'indépendance en 1776 formalisa la rupture. 13 colonies proclamèrent la création d'une nouvelle nation, et les forces britanniques firent face à une résistance organisée soutenue par des puissances européennes, telles que la France et l'Espagne. La prolongation du conflit épuisa les ressources militaires et économiques britanniques. Après la capitulation à Yorktown en 1781, les négociations aboutirent au traité de Paris en 1783, qui reconnut officiellement l'indépendance américaine et força la Grande-Bretagne à redéfinir sa politique impériale. L'impact de la défaite fut profond. Au lieu d'un retrait général, le gouvernement de Londres promut une réorganisation structurelle de l'empire restant. Le Canada, les Caraïbes et les colonies asiatiques acquirent une nouvelle centralité dans la stratégie impériale. Une administration plus professionnelle fut encouragée avec des fonctionnaires qui devaient répondre à des directives précises de la métropole. La perte de l'Amérique du Nord renforça également l'intérêt pour l'Asie et le Pacifique, où les investissements et les expéditions commerciales augmentèrent. En Inde, la Compagnie des Indes orientales renforça son rôle politique après l'effondrement du contrôle moghol. Le Parlement britannique approuva l'India Act en 1784, établissant une supervision officielle sur les opérations de la compagnie. Cela marqua le début d'une transformation qui conduirait à la domination directe du sous-continent. L'expansion militaire dans la région s'accéléra, accompagnée d'une administration civile influencée par les modèles métropolitains. Les réformes atteignirent également le système judiciaire, avec l'introduction de normes britanniques qui remplacèrent les lois locales. Pendant ce temps, dans le Pacifique, les intérêts britanniques se concentrèrent sur la sécurisation de points stratégiques. Des expéditions menées par James Cook avaient identifié de nouvelles routes et de nouveaux territoires. À partir de 1788, des établissements permanents furent créés en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui permit le développement d'un réseau de petites colonies qui facilita la navigation et le commerce entre l'Asie et l'Amérique du Sud. La région devint partie intégrante d'une stratégie plus large de présence britannique dans l'océan. Au cours de cette même période, l'Empire fut impliqué dans les conflits découlant de la Révolution française. À partir de 1793, la Grande-Bretagne participa activement aux guerres contre la France révolutionnaire et, plus tard, contre Napoléon. Ces guerres transformèrent l'économie impériale, augmentèrent la pression fiscale et entraînèrent une militarisation soutenue des colonies clés. La marine royale devint le principal instrument de puissance mondiale, contrôlant les routes maritimes et empêchant l'expansion française outre-mer. Dans les Caraïbes, les rébellions d'esclaves et les luttes entre puissances européennes entraînèrent une instabilité constante dans la région. Les plantations de sucre, le pilier économique de nombreuses îles, firent face à des pénuries de main-d'œuvre, des attaques et des blocus. La révolution en Haïti eut un effet domino, inspirant la peur chez les élites locales et motivant une vigilance plus stricte. Malgré cela, le contrôle britannique sur les îles survécut, grâce à des renforts militaires et des mesures de confinement. En Amérique du Nord, après l'indépendance américaine,
les autorités britanniques renforcèrent le gouvernement au Canada. De nouvelles structures administratives furent établies pour assurer la loyauté de la population et éviter toute contagion révolutionnaire. L'immigration de loyalistes à l'Empire depuis les anciennes colonies renforça l'identité britannique dans la région. Parallèlement, des traités furent établis avec les peuples autochtones pour éviter les affrontements et sécuriser les routes commerciales vers l'intérieur. Les campagnes militaires en Europe et en Méditerranée influencèrent la distribution des ressources impériales. Les troupes assignées à la protection du continent provenaient souvent des colonies, et de nombreux officiers coloniaux acquirent de l'expérience sur ces fronts. En même temps, la présence britannique en Afrique australe fut renforcée avec l'occupation du Cap en 1795, initialement pour empêcher son contrôle par les Français, puis comme une enclave stratégique sur la route de l'Asie. Le conflit avec Napoléon conduisit au développement de nouvelles alliances. La Grande-Bretagne signa des accords avec des puissances telles que la Russie, l'Autriche et la Prusse, ce qui lui permit de concentrer ses efforts sur la mer et dans les territoires coloniaux. La dominance navale britannique fut essentielle lors de la bataille de Trafalgar en 1805, qui consolida sa suprématie maritime et assura l'approvisionnement des colonies. Pendant cette période, des réformes fiscales et administratives furent encouragées pour soutenir l'effort de guerre prolongé. À la fin des guerres napoléoniennes, en 1815, l'Empire britannique émergea renforcé en termes territoriaux et stratégiques. Bien qu'il eût perdu ses colonies sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord, il avait réussi à étendre son influence en Asie, en Océanie et en Afrique. L'expérience de la guerre promut une vision plus centralisée et contrôlée du pouvoir impérial, basée sur une combinaison de forces militaires, de gestion bureaucratique et de supériorité maritime. Avec ces changements, le système impérial acquit une structure plus cohérente. Le commerce, l'administration et la défense commencèrent à fonctionner avec une plus grande coordination entre les différentes régions. Un réseau impérial fut consolidé qui permettrait à la Grande-Bretagne d'exercer une influence mondiale pendant le XIXe siècle, marquée par une logique d'expansion constante, de contrôle économique et de dominance navale. De l'Inde aux nouvelles colonies blanches. Pendant le XIXe siècle, le contrôle britannique sur l'Inde fut réorganisé sous supervision parlementaire, tandis que la Compagnie des Indes orientales continuait d'exécuter les décisions opérationnelles depuis la métropole. Le gouverneur général, assisté d'un conseil législatif, administrait les territoires directement subordonnés à la couronne, sans intervenir dans les États des princes alliés. Depuis Londres, des réformes légales furent encouragées visant à unifier les critères judiciaires et à standardiser les procédures civiles et pénales. L'objectif était de créer une structure institutionnelle plus homogène dans toutes les régions sous domination britannique. Simultanément, les missions religieuses étendirent leur présence, renforcées par l'autorisation légale de prêcher et de fonder des écoles chrétiennes. Cette offensive culturelle coïncida avec l'expansion de l'infrastructure de transport et de communication, menée par des investissements à la fois publics et privés. Le chemin de fer, en particulier, modifia la géographie économique indienne et facilita une plus grande mobilité de l'armée coloniale. Le long des lignes de chemin de fer, des réseaux télégraphiques furent installés qui connectèrent les villes clés avec Calcutta, Bombay et Madras. Des travaux hydrauliques furent étendus à travers les territoires de l'Indus et du Gange, augmentant la production agricole grâce à des canaux qui détournèrent de grands volumes d'eau vers des zones auparavant sèches. La tension entre le désir d'uniformité institutionnelle et la réalité ethnique et religieuse de la population locale demeura constante. Des soulèvements sporadiques, tels que les troubles de Barakpor et de Vellore, exposèrent la fragilité de la loyauté militaire indigène face aux réformes imposées de l'extérieur. Malgré l'apparente stabilité subséquente, l'insatisfaction grandit silencieusement dans de nombreux secteurs subordonnés. Les élites métropolitaines commencèrent à débattre plus fortement de l'avenir de la domination en Asie, surtout après la consolidation de routes commerciales alternatives vers la Chine. En Afrique, les incursions britanniques se concentrèrent sur des zones stratégiques comme le Cap, la Sierra Leone et la côte ouest. Les autorités coloniales tentèrent de consolider leur influence par le biais de traités avec des chefs locaux, de la création de protectorats et de l'occupation d'enclaves côtières. La politique appliquée combinait des accords diplomatiques avec des interventions militaires, lorsque la résistance tribale compliquait les plans britanniques.
Les campagnes dans la région du Niger et du golfe du Bénin furent accompagnées de rapports qui soulignaient l'importance économique de ces territoires pour leurs ressources agricoles, leurs bois précieux et leur main-d'œuvre accessible. À mesure que le siècle progressait, la présence navale s'intensifia et des postes administratifs permanents furent installés avec le soutien de l'amirauté et des marchands de Londres intéressés par les exportations tropicales. En Asie, le contrôle britannique sur les territoires périphériques fut renforcé par des accords de concession commerciale et de protection militaire. En Birmanie, les hostilités avec le royaume d'Ava conduisirent à des annexions progressives après des conflits brefs mais décisifs. L'avancée vers le nord rencontra de la résistance dans les zones montagneuses, bien que l'avantage technologique et organisationnel britannique permit de consolider des positions clés. À Hong Kong et dans ses environs, la domination fut assurée grâce à des traités signés avec la cour Qing après des conflits liés au commerce de l'opium et à l'ouverture forcée des ports au commerce international. Pendant cette période, la migration britannique vers les colonies de peuplement blanches atteignit des niveaux sans précédent. Au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, des milliers de familles déménagèrent à la recherche de meilleures opportunités. La législation britannique favorisa ce mouvement avec des aides au transport et des concessions de terres. Parallèlement, les autorités coloniales facilitèrent l'incorporation des nouveaux arrivants par des lois qui reconnurent leurs droits civiques, à condition qu'ils prêtassent serment de loyauté à la couronne. Les nouvelles villes créées dans ces territoires reproduisirent les modèles architecturaux et administratifs britanniques. Églises, écoles et tribunaux fonctionnèrent selon les mêmes principes qu'à Londres, tandis que les parlements locaux adoptèrent des structures représentatives similaires à celles de Westminster, bien que limitées par l'autorité du gouverneur nommé par le gouvernement central. La croissance économique de l'Empire pendant ces décennies fut soutenue par l'expansion des réseaux commerciaux, l'accès à d'abondantes matières premières et le développement de l'infrastructure industrielle dans la métropole. Les investissements dans les chemins de fer, les mines et les plantations furent stimulés par des compagnies avec un soutien bancaire dans la cité. L'expansion des compagnies d'assurance et de transport maritime permit d'augmenter la fréquence des routes entre les ports impériaux. La livre sterling fut consolidée comme la monnaie de référence dans les échanges internationaux, et Londres devint le centre financier des opérations impériales. L'exportation de machines, de textiles et de produits chimiques des usines britanniques resta constante, tandis que les colonies envoyaient du coton, du thé, du sucre, de l'or et de l'étain. La structure institutionnelle de l'Empire acquit une plus grande complexité, en partie due à la nécessité de coordonner les décisions entre les différents niveaux de pouvoir. Le Colonial Office, dirigé par des fonctionnaires spécialisés, supervisait le réseau administratif outre-mer. Les rapports envoyés par les gouvernements coloniaux étaient analysés à Londres par des comités spécifiques qui recommandaient ensuite des mesures adaptées à chaque cas. La communication entre les vice-rois, les gouverneurs et le Parlement devint plus fluide grâce au télégraphe et à la systématisation des archives. Le modèle de contrôle n'était pas uniforme. Certains territoires avaient leur propre parlement, d'autres étaient gouvernés directement, et dans certains cas, les monarchies locales étaient maintenues sous supervision britannique. La justification idéologique de la domination s'articula de plus en plus autour de la notion de devoir moral. L'idée fut promue que l'Empire avait la responsabilité d'élever le niveau de civilisation dans les régions soumises. Cette perspective fut traduite dans les discours officiels, les textes scolaires, les sermons religieux et les directives parlementaires. Les expositions universelles organisées à Londres présentèrent l'Empire comme un réseau harmonieux de peuples connectés par la direction britannique. Les académies militaires, les universités et les associations de colons répétèrent ce récit, tandis que la presse renforça l'image d'un projet civilisateur inévitable. Litige sur la domination, résistance et réaménagement. L'incorporation du territoire égyptien au contrôle britannique ne fut pas exécutée par des moyens directs dès le début. Bien que l'occupation militaire ait commencé en 1882, l'appareil administratif local resta formellement intact. Cependant, les décisions réelles passèrent progressivement aux fonctionnaires britanniques. Evelyn Baring, nommée consul général, dirigea les réformes économiques à partir de 1883, utilisant l'appareil d'État égyptien pour ajuster les finances, rationaliser les revenus et limiter les dépenses.
Les institutions existantes furent préservées pour éviter des heurts brusques, bien que subordonnées aux priorités du Trésor britannique. Dans le sud du continent africain, la présence du Royaume-Uni s'intensifia après l'incorporation du Natal et du Cap au milieu du XIXe siècle. Les conflits avec des communautés africaines, telles que les Zoulous, et avec des républiques Boers comme le Transvaal, modifièrent l'équilibre régional. La découverte de diamants à Kimberley, dans les années 1870, accéléra la rivalité. Le conflit avec les Boers culmina avec la première guerre anglo-boer de 1880 à 1881, lorsque l'Empire tenta de réaffirmer sa domination sur le Transvaal. Malgré une victoire britannique initiale, les accords ultérieurs rendirent une certaine autonomie, bien que sans reconnaître pleinement l'indépendance du territoire. La deuxième phase d'intervention en Afrique du Sud se déroula avec une orientation plus déterminée. Cecil Rhodes promut une stratégie expansionniste depuis le Cap, soutenant le contrôle des routes commerciales vers le nord et encourageant les annexions au Bechuanaland et au Mashonaland. Cette avancée fut consolidée avec la fondation de la Rhodésie, nommée en son honneur. La Seconde Guerre anglo-boer, 1899 à 1902, éclata en raison de la résistance des républiques d'Orange et du Transvaal, qui s'opposèrent à la suprématie britannique. La campagne militaire fut longue et coûteuse, avec des combats prolongés, l'utilisation de camps de concentration et une répression systématique. La victoire finale conduisit à l'intégration des deux territoires au sein de l'administration impériale. Dans d'autres régions du Pacifique, la stratégie impériale répondit également à des objectifs économiques et logistiques. Les Fidji furent proclamés colonies en 1874 suite à la demande de cession de souveraineté par le roi Kakobo. Les raisons incluaient la pression des colons britanniques, les dettes croissantes et le besoin d'un cadre juridique stable. En même temps, la présence en Australie et en Nouvelle-Zélande fut renforcée par des accords avec les chefs indigènes et des politiques de colonisation. En Nouvelle-Zélande, la guerre maori des années 1860 laissa aux autorités britanniques le contrôle effectif des îles, bien qu'elles dussent se faire face à une résistance intermittente dans les décennies ultérieures. Le scénario impérial fut également marqué par des tensions internes à différents points du domaine. En Inde, les réformes initiées après la rébellion de 1857 restèrent actives pendant le dernier tiers du XIXe siècle. L'éducation en anglais fut encouragée, les corps bureaucratiques furent consolidés et des tentatives furent faites pour attirer des collaborateurs locaux. Cependant, l'émergence du Congrès national indien en 1885 marqua un tournant. Cet organisme canalisa les demandes de participation et exprima des critiques contre les décisions fiscales, le manque d'accès aux postes de haut rang et les politiques agraires. En Irlande, les campagnes pour l'autonomie menées par Charles Stewart Parnell gagnèrent en force dans les années 1880, poussant les gouvernements de Gladstone à présenter des propositions de Home Rule. Bien qu'elles n'aient pas été approuvées à cette époque, elles reflétèrent le malaise face au modèle centralisé. Le cas de l'Afrique de l'Ouest montra également des défis au pouvoir impérial. Dans la région du fleuve Niger, les compagnies britanniques étendirent leurs réseaux commerciaux, motivés par l'intérêt pour l'huile de palme et d'autres produits. La Compagnie royale du Niger obtint une charte royale en 1886, opérant avec des attributs quasi étatiques. Cependant, la résistance des communautés locales, ainsi que les conflits avec des puissances européennes telles que la France et l'Allemagne, entraînèrent une intervention plus directe. En 1900, la zone fut restructurée en protectorat, sous le contrôle formel de l'administration coloniale. Parallèlement, les nationalismes au sein des colonies adoptèrent des expressions diverses. En Égypte, la figure d'Ahmed Urabi mena une révolte en 1881 à 1882 qui remit en question la domination britannique et l'élite locale. Bien qu'il ait été vaincu et exilé, il laissa un précédent d'opposition articulé avec des secteurs de l'armée et des fonctionnaires. En Inde, des voix comme celles de Dadabhai Naoroji et Gopal Krishna Gokhale commencèrent à dénoncer l'extraction de ressources et les déséquilibres dans le commerce. En Irlande, en plus des campagnes parlementaires, des mouvements d'action directe tels que la Fraternité républicaine irlandaise émergèrent. Des manifestations de nationalisme furent également perçues dans d'autres régions. En Birmanie, après l'annexion de 1885, les autorités britanniques firent face à des années de rébellion armée dans les zones rurales.
En Afrique de l'Est, l'imposition du contrôle colonial sur des territoires tels que le Kenya ou l'Ouganda généra des poches de résistance, surtout lorsque les autorités imposèrent le travail forcé, les restrictions foncières et les monopoles commerciaux. Ces réponses varièrent en intensité et en forme, mais elles eurent en commun le rejet des structures imposées sans consultation ni représentation. Pendant ce temps, au sein même du Royaume-Uni, une narration impériale s'implanta qui alimenta l'identité nationale. L'expansion de l'Empire fut présentée comme un devoir civilisateur, promu par les discours publics, les manuels scolaires et les célébrations patriotiques. Des institutions comme l'armée, l'Église anglicane et l'administration coloniale furent montrées comme des véhicules du progrès. Des événements tels que l'exposition impériale de 1886 ou le jubilé de diamant de la reine Victoria en 1897 renforcèrent cet imaginaire, soulignant la diversité des peuples sous la couronne et exaltant le rôle de Londres comme centre de commandement mondial. La culture visuelle et éditoriale renforça également cette perception. Des publications illustrées telles que The Graphic ou Illustrated London News présentèrent des images de campagnes militaires, de scènes exotiques et de portraits de gouverneurs. Dans la littérature, des auteurs comme Rudyard Kipling contribuèrent à diffuser les valeurs impériales avec des histoires se déroulant dans les colonies. En même temps, des cartes, des statistiques et des chroniques circulèrent dans les clubs et les sociétés métropolitaines qui façonnèrent une conscience impériale partagée parmi différents secteurs sociaux. Ce cadre de domination, d'opposition et de construction symbolique définit les dernières décennies du XIXe siècle. Bien que les mécanismes de contrôle fussent variés et que les réponses des colonies n'aient pas toujours réussi à les modifier immédiatement, un scénario fut esquissé où le pouvoir impérial n'opérait plus sans friction. Les tensions accumulées pendant cette période, visibles sur de multiples fronts, seraient celles qui donneraient le ton au siècle suivant. Guerre et transformation, l'Empire entre les conflits mondiaux. En août de 1914, les autorités britanniques annoncèrent au reste du monde que l'Empire était officiellement entré en état de guerre. Avec cette déclaration, toutes les possessions coloniales et tous les dominions furent impliqués dans le conflit. Au moment où le Royaume-Uni officialisa son engagement de guerre, les territoires contrôlés par la couronne sur 5 continents furent considérés comme une partie active de l'effort militaire. La situation impliqua à la fois la mobilisation de ressources matérielles et humaines, ce qui inclut le déploiement de troupes coloniales sur les fronts européens et l'organisation de campagnes en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Du Canada à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Inde, le Nigeria et l'Afrique du Sud, l'Empire entier devint une source constante de ravitaillement, de soldats et de soutien logistique. Les chiffres enregistrés par les bureaux militaires montrent que l'Inde recruta plus d'1 million de personnel pendant le conflit. Il y eut également des contributions pertinentes de l'Afrique de l'Ouest britannique, dont les bataillons furent envoyés combattre dans des régions telles que le Cameroun allemand ou l'Afrique de l'Est. Les autorités coloniales gérèrent le recrutement par le biais d'alliances avec les chefs locaux, bien que dans de nombreux cas, des formes coercitives aient également été utilisées. Dans le Pacifique, les forces australiennes et néo-zélandaises occupèrent d'anciennes enclaves allemandes, étendant le contrôle territorial britannique. Bien que la guerre ait réaffirmé les liens entre les différentes possessions de l'Empire, elle révéla également des fissures politiques et sociales qui gagneraient en importance dans la période d'après-guerre. Sur le front intérieur, l'impact du conflit sur la métropole fut considérable. Les pertes humaines et le coût économique générèrent un climat de remise en question de la continuité du modèle impérial. Cependant, les colonies maintinrent leur participation jusqu'à l'armistice de 1918. À la fin de la guerre, la conférence de paix de Paris accorda au Royaume-Uni de nouveaux mandats sur d'anciens territoires ottomans et allemands, ce qui élargit encore l'étendue géographique de l'Empire. Les accords de Versailles reconnurent à la Grande-Bretagne comme puissance mandataire dans des régions clés telles que la Palestine, l'Irak, le Tanganyika et le Cameroun, ce qui ajouta de la complexité au système colonial. Malgré les nouvelles acquisitions, les élites politiques de Londres commencèrent à percevoir que le contrôle d'un réseau aussi étendu nécessitait des réformes. Parallèlement, les dominions blancs commencèrent à exiger une position plus autonome dans la prise de décision impériale. Au cours des années 1920, la relation entre le gouvernement central et les dominions connut un changement institutionnel.
En 1926, la Conférence impériale de Londres reconnut l'égalité de statut entre le Royaume-Uni et les dominions, tels que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Ce principe fut concrétisé dans le statut de Westminster de 1931, qui établit légalement que les lois britanniques ne s'appliqueraient pas dans les dominions sans leur consentement. Cette redéfinition formalisa un nouveau modèle d'association au sein du Commonwealth. L'Irlande, cependant, suivit un chemin différent. Après l'insurrection de Pâques de 1916 et la guerre d'indépendance subséquente, le traité anglo-irlandais fut signé en 1921. Cela donna lieu à la création de l'État libre d'Irlande, avec un statut comparable à celui des dominions, mais avec une situation politique tendue due à la partition britannique dans la division territoriale de l'île. L'Irlande du Nord resta sous juridiction britannique, consolidant une séparation interne qui perdurerait pendant le reste du siècle. Dans d'autres régions de l'Empire, les conséquences du conflit et des réformes constitutionnelles stimulèrent des revendications d'une plus grande autonomie. En Inde, la promesse d'une autonomie progressive contenue dans la déclaration Montagu-Chelmsford de 1917 conduisit au Government of India Act de 1919. Cette réglementation établit un système d'administration duale dans les provinces, connu sous le nom de diarchie, qui combinait les autorités impériales et les représentants indiens dans les fonctions gouvernementales. Bien que le schéma ait accordé des pouvoirs limités, il fut interprété comme un premier pas vers la participation politique locale. Néanmoins, la frustration face à la portée restreinte de ces réformes conduisit à une augmentation de la mobilisation nationaliste. Sous la direction de figures comme Gandhi, des campagnes de désobéissance civile furent lancées qui remirent en question la légitimité de la domination britannique. Le mouvement de non-coopération, la protestation contre la taxe sur le sel et d'autres actions massives marquèrent une période de confrontation constante entre les autorités coloniales et les secteurs indépendantistes. En Afrique, l'entre-deux-guerres fut également marqué par une réorganisation administrative et la croissance des structures de gouvernement indirectes. Des gouverneurs coloniaux comme Frédéric Lugard au Nigeria promurent des systèmes qui incorporaient les hiérarchies traditionnelles sous surveillance britannique. Parallèlement, des mouvements sociaux et des associations culturelles émergèrent qui remirent en question l'iniquité de l'ordre colonial. L'application de taxes, l'exploitation de la main-d'œuvre et la ségrégation institutionnelle alimentèrent les protestations dans diverses colonies africaines. Au cours des années 1930, l'Empire fit face à l'impact de la crise économique mondiale. L'effondrement des prix à l'exportation affecta gravement les économies coloniales, ce qui intensifia les tensions sociales. En même temps, le Parlement britannique approuva de nouvelles lois visant à réglementer le commerce impérial par des systèmes de préférences tarifaires, cherchant à renforcer les liens économiques entre la métropole et ses territoires. Pendant ces années, la défense impériale fut restructurée. Sur la base de l'expérience accumulée lors de la Grande Guerre, de nouvelles formes de coopération militaire avec les dominions furent encouragées. En 1932, une conférence spécialisée aborda des questions stratégiques telles que les menaces possibles en Asie et la nécessité de sécuriser les routes commerciales par une présence maritime permanente. Cependant, les différences d'intérêts et de capacités entre les différentes parties de l'Empire rendirent difficile l'élaboration d'une stratégie véritablement coordonnée. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 réactiva l'intégration du système impérial. Les dominions déclarèrent la guerre à l'Allemagne avec un certain retard par rapport au Royaume-Uni, mais finirent par s'impliquer pleinement dans le conflit. Des troupes du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud et de l'Inde participèrent à des théâtres de guerre aussi divers que l'Afrique du Nord, l'Europe, la Méditerranée et l'Asie du Sud-Est. Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire du ministère de l'Information, coordonna des campagnes de propagande visant à souligner l'unité de l'Empire contre la menace de l'Axe. En même temps, des services de renseignement tels que le MI5 et le SOE opérèrent dans les territoires coloniaux pour assurer la loyauté des populations locales et contrecarrer l'infiltration ennemie. Des bases militaires furent également établies dans des colonies stratégiques pour faciliter les opérations alliées. Pendant le conflit, l'Inde devint un pilier logistique clé. Elle abrita des installations militaires, des routes d'approvisionnement vers la Chine et les fronts d'Asie du Sud-Est. Malgré cela, le mouvement indépendantiste intensifia sa pression.
En 1942, le Congrès national indien lança la campagne « Quit India », quitter l'Inde, exigeant le départ immédiat des Britanniques. La réponse du vice-roi fut d'arrêter les principaux dirigeants, ce qui provoqua une vague de troubles. Pendant ce temps, en Afrique, des milliers de soldats furent recrutés pour combattre sous le drapeau britannique, et des bases au Nigeria, au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud furent utilisées pour l'entraînement et le soutien logistique. À la fin de la guerre, beaucoup de ces combattants revinrent avec de nouvelles aspirations politiques, alimentant les mouvements anticoloniaux dans leur pays d'origine. L'expérience de la guerre accéléra les transformations structurelles de l'Empire. La métropole, affaiblie par l'effort militaire et avec une économie épuisée, manqua de ressources pour soutenir l'appareil impérial sous sa forme précédente. En 1945, le nouveau scénario mondial, marqué par l'ascension des États-Unis et de l'Union soviétique, plaça la Grande-Bretagne face au dilemme de redéfinir son rôle international. À la fin du conflit, les rapports officiels préparés par le Colonial Office reconnurent la nécessité de promouvoir des réformes profondes. L'extension de l'autonomie gouvernementale dans les colonies prioritaires et la création de structures représentatives dans d'autres régions furent proposées. La stratégie visait à préserver les liens économiques et diplomatiques par une transition contrôlée vers de nouvelles formes d'associations post-coloniales. Cette période marqua le début d'une étape au cours de laquelle l'Empire s'éloigna de sa configuration classique pour entrer dans un processus de dissolution progressive. Les initiatives du Commonwealth, la planification de l'indépendance de l'Inde et l'émergence de leaderships locaux sur tout le continent africain indiquèrent que le modèle précédent ne pouvait plus être maintenu. Les décisions prises entre 1914 et 1945 déterminèrent la trajectoire finale de la domination britannique au XXe siècle. Les accords finaux, transition et rupture de pouvoir. En 1947, le vice-roi Lord Mountbatten supervisa la séparation du territoire en deux États indépendants. Cette division provoqua des migrations massives et des épisodes violents, avec le Pendjab et le Bengale comme épicentre des déplacements forcés. Le nouveau gouvernement du Congrès national indien accepta la partition, tandis que la Ligue musulmane promut la création du Pakistan comme nation souveraine. Parallèlement, Ceylan et la Birmanie obtinrent également une autonomie complète peu de temps après, formalisant ainsi le démantèlement du contrôle britannique sur l'Asie du Sud. En Afrique, le retrait du Royaume-Uni fut plus progressif. La Côte de l'Or, suite à des réformes politiques qui incluaient l'élection d'assemblées locales, obtint son indépendance en tant que Ghana en 1957 sous la direction de Kwame Nkrumah. Le Nigeria suivit en 1960, après un processus de fédéralisation qui réorganisa ses régions sous une constitution négociée. En Afrique de l'Est, le Tanganyika obtint sa souveraineté en 1961 après des années de réformes législatives. Le Kenya fit face à un chemin plus violent avec la rébellion Mau Mau dans les années 1950, à laquelle Londres répondit par une campagne militaire prolongée et l'arrestation de dirigeants comme Jomo Kenyatta. Malgré cela, le Kenya devint une république indépendante en 1963. La décolonisation progressa également dans la région des Caraïbes. La Jamaïque et la Trinité et Tobago se séparèrent du Royaume-Uni en 1962. Par la suite, d'autres territoires des Caraïbes obtinrent leur indépendance tout au long des décennies suivantes. Parallèlement, le projet de former une fédération des Antilles échoua en raison de divisions internes et d'un manque de consensus sur sa structure politique et économique. Le canal de Suez, contrôlé par les Britanniques depuis le XIXe siècle, devint l'épicentre d'une grave crise internationale en 1956. Lorsque le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalisa la voie navigable, Londres réagit en alliance avec la France et l'Israël, menant une intervention militaire sans le soutien de Washington. L'opération généra une condamnation internationale immédiate. Les États-Unis exercèrent des pressions avec des mesures économiques et financières qui forcèrent le retrait des troupes britanniques. Cet épisode démontra le déclin de la puissance impériale et marqua un tournant dans la politique étrangère du Royaume-Uni. Au cours des décennies suivantes, le processus de décolonisation fut influencé par la résistance armée locale, les négociations prolongées et la pression internationale. En Malaisie, le soulèvement du Parti communiste conduisit à la déclaration d'un état d'urgence en 1948. Le conflit dura 12 ans et fut abordé par une stratégie militaire combinée à des réformes sociales.
En 1957, la Malaisie obtint son indépendance avec un système politique multipartite. Au Kenya, en plus du soulèvement Momo, le processus inclut l'établissement de commissions constitutionnelles, des cycles de pourparlers entre les délégations africaines et les autorités coloniales, et le passage progressif à l'autonomie gouvernementale avec la participation africaine aux organes législatifs. L'indépendance fut consolidée après un processus en 3 phases, qui inclut des réformes légales, des élections et le transfert du pouvoir exécutif. À Chypre, la situation conduisit à un conflit prolongé. Le groupe EOKA mena une campagne de violence entre 1955 et 1959. L'objectif était l'union de l'île à la Grèce, ce qui généra des tensions avec la population turco-chypriote. Les accords de Zurich et de Londres établirent un compromis entre les parties et conduisirent à la création d'une république indépendante en 1960, avec des garanties formelles pour les 2 communautés. L'administration coloniale fut également confrontée à des défis en Rhodésie du Sud, où le gouvernement blanc dirigé par Ian Smith déclara unilatéralement l'indépendance en 1965. Cette action ne fut pas reconnue internationalement et provoqua une vague de sanctions. L'affrontement armé entre les forces de sécurité et les mouvements de guérilla ZANU et ZAPU dura des années. La transition se conclut avec les accords de Lancaster House en 1979, qui établirent des élections supervisées et permirent la fondation du Zimbabwe comme État souverain. En Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone et la Gambie complétèrent leur processus d'indépendance en 1961 et 1965, respectivement. Les autorités britanniques facilitèrent la création de leurs propres structures administratives avant de renoncer formellement au pouvoir. Pendant ce temps, le Cameroun britannique organisa un plébiscite en 1961 qui conduisit à son intégration partielle avec le Cameroun francophone. En Ouganda, après des conflits entre le gouvernement colonial et les royaumes traditionnels, une constitution fédérale fut formée. Idi Amin prit le pouvoir par un coup d'État en 1971, ce qui détériora la stabilité du pays. Dans le cas de la Zambie et du Malawi, autrefois partie de la Fédération de Rhodésie et du Nyasaland, l'indépendance fut obtenue par des consultations politiques et la dissolution de l'union forcée. Kenneth Kaunda assuma le leadership en Zambie et Hastings Banda au Malawi, tous deux sous des régimes présidentiels. Le processus de décolonisation s'étendit également aux territoires insulaires. Les Fidji, avec une population divisée entre les autochtones et les descendants de travailleurs indiens, obtinrent l'indépendance en 1970 après des réformes institutionnelles. Les îles Salomon et les Tuvalu suivirent en 1978 et les Kiribati l'année suivante. Dans chaque cas, la transition fut organisée sous des cadres constitutionnels adaptés aux conditions locales. Au Moyen-Orient, le retrait britannique de la Palestine en 1948 laissa place au conflit israélo-arabe, tandis que dans le Golfe Persique, le Royaume-Uni maintint une présence militaire jusqu'en 1971. Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis signèrent des traités avec Londres pour coordonner le départ des forces britanniques. Suite à ces négociations, chacun proclama son indépendance cette même année-là. Le Soudan, administré conjointement avec l'Égypte depuis la fin du XIXe siècle, obtint son indépendance en 1956. La région fit face à des divisions internes dès le début, avec des tensions entre le nord arabe et le sud africain. Les autorités britanniques facilitèrent un processus d'autodétermination qui culmina par des élections supervisées et la fin de la tutelle étrangère. En Oman, bien qu'une indépendance formelle n'ait pas eu lieu, l'intervention britannique se réduisit progressivement à partir des années 1960. Les forces britanniques soutinrent le sultan Qaboos bin Saïd dans son ascension au pouvoir en 1970, ce qui permit la consolidation d'un régime allié à Londres sans domination directe. Les structures coloniales héritées générèrent des tensions internes dans plusieurs pays nouvellement formés. Dans certains cas, les frontières imposées par la démarcation impériale conduisirent à des conflits entre communautés ou avec des États voisins. Les autorités britanniques, bien que n'exerçant plus de contrôle direct, maintinrent des liens par le biais du Commonwealth, d'accords bilatéraux et de programmes de coopération militaire ou économique. Dans les années 1970, les dernières colonies avec des populations significatives, telles que Hong Kong, Gibraltar et les îles Falkland,
restèrent sous souveraineté britannique. Dans ces territoires, Londres conserva des fonctions diplomatiques, militaires et administratives. Cependant, le principe d'autodétermination fut formellement incorporé dans la politique étrangère britannique à partir de documents officiels tels que le Livre blanc sur les territoires dépendants. Le gouvernement britannique géra la fin de son empire par une combinaison de réformes institutionnelles, de négociations bilatérales et de concessions stratégiques. Dans tous les cas, le retrait fut présenté comme un processus ordonné, basé sur des accords mutuels et des cadres constitutionnels définis au préalable. Les décisions sur le rythme de chaque indépendance varièrent en fonction du contexte local. Dans les territoires avec des mouvements armés actifs, tels que la Malaisie ou la Rhodésie, le processus fut plus lent et conditionné par la sécurité. Dans les régions où il existait une classe politique organisée, comme au Ghana ou en Inde, le transfert de pouvoir fut plus structuré et rapide. Certains dirigeants africains et asiatiques participèrent directement aux négociations avec les autorités britanniques. Les conférences de Londres, de Lancaster House et de Zurich réunirent des représentants coloniaux et métropolitains lors de cycles successifs pour définir les cadres de transition. Ces réunions permirent la création de nouvelles constitutions, la reconnaissance des partis politiques locaux et la définition des futures relations avec le Royaume-Uni. La présence militaire britannique diminua progressivement avec des fermetures de bases, le rapatriement des troupes et la réduction des accords de défense. Parallèlement, les mécanismes diplomatiques et commerciaux furent renforcés par l'établissement d'ambassades, de traités bilatéraux et l'adhésion à des organisations internationales. Le processus de décolonisation britannique ne fut ni uniforme ni exempt de conflits. Cependant, entre 1947 et 1980, le Royaume-Uni passa du statut de puissance impériale avec une présence sur 5 continents à celui d'État postcolonial, avec une influence limitée par le biais du Commonwealth et de ses réseaux diplomatiques. L'héritage de l'Empire persista dans les structures politiques, les langues officielles et les relations économiques des nouveaux États. Du contrôle à la mémoire, le Royaume-Uni face à son passé colonial. La transition impériale connut sa clôture formelle lorsque, en 1980, le Zimbabwe obtint la reconnaissance officielle en tant qu'État indépendant. Cet épisode marqua le dernier acte du retrait britannique de l'Afrique coloniale et symbolisa la fin du contrôle direct sur de vastes territoires. Depuis lors, le rôle international du Royaume-Uni commença à se concentrer sur le maintien de relations bilatérales, d'accords stratégiques et d'alliances diplomatiques sans structure de pouvoir colonial. Les tensions qui surgirent lors du processus d'indépendance de la Rhodésie du Sud révélèrent les difficultés internes de cette transition. Le gouvernement britannique, sous la pression de la situation interne à Salisbury et des divisions au sein du Commonwealth lui-même, fut contraint d'intervenir dans les négociations qui conduisirent à la signature de l'accord de Lancaster House. Ce traité établit les fondements juridiques de l'indépendance du Zimbabwe, mais il mit également en évidence la perte de capacité britannique à imposer des solutions unilatérales dans les anciennes colonies. Le rôle des puissances régionales, ainsi que la pression internationale et l'influence d'acteurs non étatiques, façonnèrent un scénario dans lequel Londres n'était plus le centre de décision. Le cas de Hong Kong symbolisa une autre facette de la transition post-impériale. Le territoire, stratégiquement et économiquement essentiel, avait été cédé à la Grande-Bretagne par l'Empire Qing au XIXe siècle. Le retour de sa souveraineté à la Chine en 1997 fut le dernier transfert majeur. L'accord signé en 1984 entre Margaret Thatcher et Deng Xiaoping établit que le territoire retournerait sous contrôle chinois selon le principe « un pays, deux systèmes ». L'administration britannique prépara la passation pendant plus d'une décennie, gérant les questions économiques, sociales et juridiques pour maintenir la stabilité jusqu'au changement de souveraineté. La cérémonie de passation, tenue en présence du prince de Galles et de hauts fonctionnaires chinois, fut soigneusement organisée pour transmettre une image d'ordre et de responsabilité partagée. Pendant les décennies qui suivirent la décolonisation, le Royaume-Uni ajusta ses relations étrangères pour s'adapter à son nouveau statut. Les institutions impériales furent remplacées par des accords bilatéraux ou multilatéraux, et beaucoup des réseaux informels hérités de la période coloniale continuèrent de fonctionner, bien que sous des formes différentes.
Les structures légales, linguistiques et administratives implantées par la métropole continuèrent d'influencer les États qui avaient fait partie de l'Empire, générant des formes de dépendance symbolique, économique ou institutionnelle. Dans de nombreux cas, les anciens liens s'exprimèrent par le biais de traités de défense, de coopération éducative ou de soutien financier. L'un des effets les plus visibles de l'étape post-impériale fut la croissance de l'immigration vers le Royaume-Uni en provenance des anciens territoires coloniaux. L'arrivée de populations des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie transforma la composition sociale du pays. Bien que le gouvernement britannique ait adopté des mesures pour limiter les flux migratoires à partir des années 1960, le processus se poursuivit pendant les années 1980 et 1990, générant une nouvelle réalité multiculturelle. Les enfants et petits-enfants de ceux qui étaient nés dans les colonies devinrent partie intégrante de la société britannique, avec une participation croissante à la politique, à la culture et à l'économie. Les tensions entre la narration officielle de l'Empire civilisateur et les expériences vécues par ceux qui avaient été colonisés conduisirent à une révision critique de l'héritage impérial. Des organisations de la société civile, des historiens et des activistes exigèrent la reconnaissance des abus commis pendant la domination coloniale et appelèrent à une représentation plus fidèle des faits dans l'éducation, les musées et les discours officiels. Parallèlement, certains secteurs politiques et médiatiques défendirent une vision nostalgique du passé impérial. Des images idéalisées de l'Empire furent promues comme un symbole de stabilité, d'ordre et de grandeur nationale. Cette rhétorique fut utilisée pour renforcer certaines positions sur l'appartenance culturelle, le rôle du Royaume-Uni dans le monde et la nécessité de préserver les valeurs traditionnelles face aux changements démographiques et sociaux. Les commémorations officielles, les monuments publics et les programmes éducatifs devinrent des champs de dispute symboliques entre des visions opposées de l'héritage impérial. L'évolution du Commonwealth pendant cette période reflète les ambiguïtés du post-impérialisme britannique. Bien que formellement détachée du passé colonial, l'organisation conserva des éléments qui évoquaient l'histoire partagée. La figure du monarque britannique comme chef symbolique du Commonwealth généra des discussions sur le sens actuel de l'institution. Certains États membres remirent en question la pertinence de maintenir ce lien cérémoniel, tandis que d'autres l'interprétèrent comme une expression de continuité respectueuse. Les réunions biannuelles des chefs de gouvernement servirent de plateforme pour aborder des questions mondiales, du développement durable à la coopération en matière de santé et d'éducation. La participation du Royaume-Uni à ces initiatives s'inscrivit dans une politique étrangère qui cherchait à équilibrer les intérêts économiques, les engagements historiques et les priorités stratégiques. Les anciennes colonies africaines reçurent un soutien financier par l'intermédiaire du Fonds de développement du Commonwealth, et des accords commerciaux préférentiels furent signés avec plusieurs pays des Caraïbes et du Pacifique. Cependant, ces actions furent souvent critiquées pour leur portée limitée ou pour conditionner l'aide à des réformes politiques alignées sur les intérêts britanniques. Dans certains cas, les tensions découlant de ces relations conduisirent à la suspension temporaire de certains États du Commonwealth. En interne, la mémoire de l'Empire fut gérée inégalement. Tandis que certaines institutions académiques encourageaient la recherche critique sur le passé colonial, d'autres maintenaient des versions plus conventionnelles. Les représentations médiatiques et culturelles offrirent également des approches divergentes. Films, documentaires et romans recréèrent des épisodes de l'Empire sous des perspectives allant de la célébration à la condamnation. Cette pluralité de vues reflétait les fractures existantes dans la société britannique concernant son héritage historique. L'héritage impérial devint un élément central du débat sur l'identité nationale dans un contexte de transformation démographique, de changements géopolitiques et de défis économiques. L'éducation publique incorpora progressivement des contenus sur l'Empire, mais le traitement de ces sujets varia selon les régions, les programmes scolaires et les orientations politiques. Dans certains cas, des unités spécifiques furent incluses sur la traite transatlantique des esclaves, la colonisation de l'Inde ou les guerres d'indépendance en Afrique. Dans d'autres, le contenu fut présenté de manière superficielle ou biaisée. Cette situation généra des demandes pour un enseignement plus complet, qui inclut les voix des peuples colonisés et l'analyse des structures de pouvoir qui soutenaient la domination britannique. Au cours des années 1990, divers mouvements sociaux lancèrent des campagnes pour retirer des statues, changer des noms de rues et réviser des hommages liés à des figures de l'Empire.
Ces initiatives rencontrèrent une résistance chez ceux qui considéraient que de telles actions menaçaient le patrimoine culturel ou promouvaient une vision négative de l'histoire nationale. Les discussions sur la réparation historique, les excuses officielles et la restitution de biens culturels s'intensifièrent dans ce contexte. Le gouvernement britannique répondit avec prudence, évitant les prises de position tranchées, bien que certaines autorités locales aient adopté des mesures symboliques. Le retour de Hong Kong et la consolidation du Commonwealth en tant que cadre multilatéral post-impérial coïncidèrent avec une période de redéfinition stratégique. Le Royaume-Uni, qui avait été une puissance impériale pendant des siècles, en vint à jouer un rôle intermédiaire entre l'Europe, le monde atlantique et ses anciennes colonies. Cette position ambiguë généra des tensions dans la formulation des politiques étrangères, notamment en relation avec l'Union européenne, les États-Unis et les pays du Sud global. Le post-impérialisme britannique se caractérisa par cette combinaison de liens persistants, d'adaptations institutionnelles et de disputes symboliques. À la fin du XXe siècle, le débat sur l'héritage impérial demeura ouvert. Les politiques d'immigration, les conflits raciaux, l'enseignement de l'histoire et la politique étrangère furent traversés par des interprétations opposées du passé. L'Empire n'existait plus en tant que structure politique, mais il continuait d'exercer une influence sur le présent. L'expérience coloniale laissa des traces dans les relations diplomatiques, les identités nationales et les inégalités internes. La mémoire de l'Empire opéra comme un champ de dispute dans lequel s'affrontaient les projets sociaux et les visions culturelles concernant la place du Royaume-Uni dans le monde contemporain.